Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien manger. Euh, donc on est un peu sur le thème des vacances et du barbecue, donc je vous présente ma presse, je vous préviens, ça va être pas ouf, hein. En vrai, la qualité, ça va pas être aussi bien que les autres, parce que j'ai bâclé mon travail, parce qu'on est en vacances, tout simplement. Contrairement aux autres, du coup, je vais pas vous apprendre à comment vous faire de l'argent avec du reverse ou du bug bounty. Moi, je vais plutôt vous apprendre à comment la dépenser. Donc qui je suis? Je suis pentester chez Immunity, une boîte qui est située à côté de la gare, et en ancien TBS. Pour ceux qui veulent les slides, je vous laisse prendre la photo maintenant. Il y aura encore les slides à la fin, mais voilà. Donc comme la plupart d'entre vous, moi j'ai passé mes vacances à pleurer parce que j'aurais voulu un flipper zéro, sauf que je n'en avais pas. Voilà, résumé d'un été de hacker fauché. Sauf que j'ai eu de la chance que mon collègue Guillaume m'a fait «Oh, la Luni, mon gosse, est cassée, je vais la balancer, lui en racheter une». Je fais «La quoi?» Il me fait «La Luni». Et donc moi, là, j'ai fait mes yeux de chat, je me suis dit «C'est quoi une Luni?» C'est ça. Et là, on va voir ensemble ce que c'est. Donc la Luni, c'est une boîte à histoire, une comptine pour enfants fabriquée en France, premier prototype en 2014, V1 en 2016, V2 en 2021. C'est trop bien, elle a 65 euros, tout est français, c'est fabriqué vraiment en France, même la board. Et on a même des histoires gratuites quand on l'achète. Bon, notre personnel, on dit que c'est un cadeau, mais après 47 écoutes, la même histoire, c'est chiant. Et bien sûr que le CSPN, c'est une connerie, hein, c'est une grosse blague. Modèle économique, donc 64 euros la console. Une histoire, ça vaut à peu près 12 balles, soit 2 pintes. Autant vous dire que chez l'Uni, ils se mettent super bien. Du coup, l'Uni. Pour résumer, l'interface, elle ressemble à ça. On a des boutons de sélection, une molette, sortie audio, un écran monochrome, un bouton on-off et un bouton d'accueil. Merde. Voilà. Donc à 65 euros, la console, on pourrait s'attendre à une qualité militaire et une robustesse hors du commun. C'est pas le cas. Ah, je me rends compte que mes emojis vont pas passer, tant pis. On se calme, on se calme. Du coup, je me suis dit, je vais la réparer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la courbe de Dunning-Kruger, c'est la courbe de sa confiance par rapport à sa compétence. Et moi, en hardware, je me situe à peu près ici. C'est-à-dire que je serais capable de tenir mon fer à souder comme ça. Donc, la seule compétence que j'ai avec le bas niveau, c'est OVH et son support. Mais je pense que ça fera l'objet d'une autre présentation un jour. Du coup, mon plan. La première chose, ça va être de ressouder la molette de sélection de la console de Guillaume pour lui réparer sa console. Premier problème, déjà j'arrive pas à trouver quel type de vis c'est, tout simplement parce que je sais pas lire parce que c'est écrit sur la console. Et je demande le tournevis et effectivement moi j'avais un tournevis Torx 6, Torx 4 et Torx 8 et forcément le Torx 6 c'est celui qu'il fallait pour la console, donc heureusement Maki était là pour me dépanner son tournevis. Je traverse Touraine pour récupérer un tournevis, super, c'est démonté. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous rappelle, hein, moi j'y connais rien en hardware, donc si je dis des conneries, faut pas me croire, hein, mais en gros, on a un processeur en STM32, le circuit audio en orange, un circuit NFC RFID en jaune, chargeur de batterie, régulateur de tension, et une mémoire flash SPI en bleu. On reviendra dessus tout à l'heure. On a également des ports de communication, donc USB-C, le port jack, le JTAG pour le debug, connecteur de batterie, connecteur haut-parleur et connecteur écran. Ce qui est marrant avec la Luni, c'est qu'on nous la vend comme une console qui n'a ni antenne, ni onde, ni écran. Alors je vous rappelle qu'il y a une puce NFC RFID en haut à gauche, qui en plus ne sert à rien pour la console, donc ils l'ont intégré au PCB pour rien. Argument de vente, ouais, pas fou. Du coup, j'ai commencé par ressouder le bouton, tout simplement. Bon, je l'ai fait sans mettre le courant, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 4 pins qui sont utilisés sur le bouton de sélection. J'ai décidé de souder les 6 parce que au moins ça allait tenir. Ça, c'est digne d'une qualité militaire. Et là, on va voir si ça remarche. Donc voilà, les histoires de Suzanne Gaston, autant vous dire, ça casse les couilles au bout d'un moment. Et donc là, trop fier de moi, je vous ai dit, c'était vraiment un fer à souder, c'est ma première soudure, hein. J'arrive, je l'annonce à mon père et tout, j'ai réussi ma première soudure. Regarde, je prends le bouton, je le démonte. Forcément, j'arrache la soudure. Bon, je me suis dit, il serait peut-être temps d'investir. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter un tournevis, un kit de soudure. Le 14 juillet, j'avais vraiment rien à foutre. Et là, si on fait les calculs, kit tournevis fer à souder, en fait, c'est le prix d'une console sur le bon coin, donc je suis vraiment un gros pigeon. Je redémonte ma Luni, je la ressoude.
Voilà. Prenez des notes pour l'appareil photo. Bon, deuxième soudure. Autant vous dire, ça ressemble plus à rien. Mais ça fonctionne. Bon, on a une console fonctionnelle réparée. J'y touche plus, je touche plus au bouton. Deuxième chose, je vous rappelle, du coup, 2 euros le prix de l'histoire. Ça fait un peu cher. On va voir si on peut pas ajouter des histoires nous-mêmes. Donc la première chose que je regarde, c'est je vois une carte SD. Je lui dis, bon, bah, il s'est déposé dans MP4, hein, vite fait. Pour rien casser, parce que bon, visiblement j'ai l'air de tout casser quand je touche quelque chose, je me suis dit je vais faire une copie d'image en lecture seule, j'utilise DD pour faire la copie, je monte le système de fichiers, je regarde ce qu'il y a dedans, bon déjà c'est pas chiffré, bonne chose. Les fichiers commencent par des points, les dossiers aussi, donc essentiellement des fichiers cachés. Quand je commence à regarder ce qu'il y a dedans, bah, c'est pas trop compréhensible. Franchement, on voit des chaînes de caractères printables, mais sans plus. Une architecture de dossier un peu qui ressemble... Enfin, le nombre de dossiers correspond au nombre d'histoires, donc c'est plutôt cohérent. Par contre, si on fait un file, on n'a que de la data, on n'a rien dedans. Donc là, je sors mes meilleurs outils de forensique. Strings. Et là, je reconnais lame3, un truc que je connais enfin. Lame3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'encodeur MP3 pour les fichiers MP3, tout simplement. Donc je me dis, bon, cool, là, on a plusieurs points. Déjà, on sait que le système de fichiers n'est pas chiffré, en tout cas, il n'y a pas de full disk encryption. Certains fichiers contiennent des chaînes non chiffrées qu'on est en mesure de comprendre. Les types de fichiers, par contre, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est sûrement le propriétaire. L'architecture de fichiers elle a l'air de refléter le nombre d'histoires qu'on a sur la console. Et Binwall et Foremost, les deux outils de forensique encore plus avancés que Strings, bah, ça ne donne rien non plus. Hein, donc voilà, les Magic Byte ne donnent rien non plus. Donc là, les pistes pour transférer nos propres histoires, on en a plusieurs. Dump et reverse le firmware. Non, en vrai, j'en sais rien. Regardez le logiciel qui est fourni par l'Uni, parce que oui, ils fournissent un logiciel pour transmettre les histoires, donc on peut regarder comment ça fonctionne. Ou alors faire une recherche à GitHub, car à 2 euros l'histoire, on se rend bien qu'il y a un pélo qui l'a fait avant nous. C'est le cas. Ça s'appelle Studio, je compile Maven, trop bien, super, Log4j, on s'amuse. Ça fonctionne. Du coup, l'Uni, c'est une boîte à histoire, mais on peut choisir les chemins. Donc c'est pour ça que vous avez une arborescence, où on peut choisir le personnage qui va faire l'action, vers où il va aller, etc. Donc on peut vraiment créer notre propre histoire. C'est ce que je fais. Et là, la question fatigue se pose. Je vous laisse lire. Quelles histoires télécharger pour assurer l'éducation de l'enfant de Guillaume? Bon, vous me connaissez. Non, je rigole. Non, je rigole encore. Pardon. Bon, on va voir ce que je lui ai mis. Voilà, c'est ce qui me paraissait le plus pertinent quand même. Voilà, donc ça c'est fait, faire une recherche sur GitHub donne. On va regarder quand même les autres solutions parce que sinon c'est pas drôle. Hein. Regardez le logiciel fourni par l'Uni, trop bien, ils fournissent un logiciel qui est même disponible pour Windows Vista, donc visiblement ils ont prévu la version pour les vieux. Dispo sur l'AUR Arch, trop bien. Je l'installe, ça s'installe dans /opt. Bon. Je lance, on voit que c'est une JVM, donc du Java, donc on comprend pourquoi c'est portable sur Linux. Avec 2 arguments, très bien, mais c'est quand même un binaire à lancer, on précise. Et ça ressemble à ça, une interface un peu comme du web. Je regarde un peu l'intérieur, je vois qu'il y a une URL du serveur, très bien, ça s'appelle un launcher, et là je vois qu'il y a un launcher.jar dedans. Je dis, tiens, c'est bizarre, avec un get app user data-dir. Bon. Je vais voir dedans, bon déjà on s'amuse un peu en regardant les constantes parce qu'on a un mode de production actif avec un mode debug actif. Ok. Et on a un launcher, du coup, qui va se foutre dans le dossier user. C'est quoi le dossier user? Point local, share, Unitech. Et donc là, on perd un peu, parce qu'on se dit, attends. On a un premier launcher qui s'installe dans /opt, qui est un dossier qui est censé own par route. Et on a un autre launcher en jar qui se situe dans l'utilisateur. Là, je me dis, peut-être une élévation de privilège quelque part. Donc je commence à creuser, et là je vois qu'il y a un chargement de classe dynamique, donc ça s'appelle la réflexion, apparemment en Java. Donc, je me dis très bien, on va aller voir pour inspecter le launcher, on voit qu'il y a une classe effectivement qui est chargée. Donc, la première chose que je me dis, c'est bah tiens, on va essayer de remplacer le launcher par un launcher malveillant, pour voir si on peut pas élever ses privilèges. Donc comment ça fonctionne? En fait, il faut savoir que le launcher, le premier, du coup, qui est dans /opt, il va faire une première vérification, à savoir, est-ce que le fichier offline.txt existe, celui qu'on a vu dans les constantes tout à l'heure. C'est un fichier qui permet de dire bah, on n'a pas de réseau. Enfin, on utilise la ligne hors ligne. Donc il fait ça parce qu'en fait, il fait une procédure de mise à jour régulièrement et si
si au lancement du process, il ne fait pas sa mise à jour, il skill en fait. Donc il faut créer ce fichier-là pour commencer, et il faut couper Internet. Donc plusieurs conditions à satisfaire, ça on s'en rend compte au fur et à mesure. Une fois qu'on l'a créé, je décide de créer ma classe qui est chargée dynamiquement. Donc là, je suis obligé de créer un package qui s'appelle comme l'Uni Visitor Launcher, tout comme la classe. Je le recompile avec Java 8 parce que forcément, il faut que ça soit, vu que ça appelé dynamiquement de manière effective, il faut que ça soit compilé avec la même version. Très bien, je lance mon binaire avec ma FreeESC et là, je récupère un shell, un shell utilisateur, trop bien. Parce que j'ai juste pas vérifié s'il y avait un SUID ou un droit sudo ou quoi sur le binaire. Donc j'ai une élévation de privilège vers moi-même. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura appris des choses parce que c'est toujours intéressant. Si on avait eu un SUID sur le premier binaire, on aurait pu avoir des droits en plus. Et effectivement, si on regarde, on a bien route sur /opt et mon utilisateur dans mon local. On continue l'invest sur le launcher. Là, on voit qu'il y a des paramètres qui ont été laissés dedans. Franchement, ils ont balancé sans prod, ils n'ont même pas vérifié. Donc, des options usual pass, des choses comme ça. Bon, en vrai, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de quoi transférer vers la Luni directement. Donc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs jars. C'est vraiment, vraiment lourd. En revanche, par contre, on trouve un fichier proxy.ini. J'ai un petit aparté pour ceux que ça intéresse, j'utilise BAT pour afficher mes fichiers. Voilà. Donc un fichier proxy.ini, je me dis très bien, je vais m'interfacer avec Burp, ça va être super, ça va bien marcher. Surtout que dans l'Uni, visiblement, ça fait appel à une API avec /v2, donc voilà. Donc là, j'essaie de m'interfacer, je me mange une erreur, une exception Java. C'est tout simplement lié au fait qu'il y a du SSL et que je ne sais pas importer mon certificat. J'ai passé un peu de temps dessus. En plus de ça, l'Uni, ils ont un load balancer, donc ça aide pas à faire un proxy soi-même. Donc il fallait vraiment importer le certificat. Donc j'exporte mon certificat Burp, j'importe avec Ktool. Donc là, c'est si vous voulez vous interfacer avec votre JRE, si vous voulez importer un certificat SSL externe dans votre JRE, vous pouvez utiliser Ktool. Et j'utilise les variables d'environnement Java Option pour passer les paramètres à ma JVM, tout simplement parce que quand on lance le binaire l'Uni, c'est pas un jar, c'est un wrapper. Et là, grosse surprise, un produit entièrement français, première requête qu'il fait, c'est vers Google en fait. C'est-à-dire que l'ensemble des clics que vous allez pouvoir faire sur l'application, c'est vers Google. Là, ça devient marrant. Je regarde un peu le web, je vois un serveur Cowboy. Je fais, oh, eux, ils veulent jouer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mon TLDR, Cowboy, c'est un serveur Heroku qui a 14 stars sur GitHub. C'est codé en Erlang. Porte Erlang et Elixir. Et alors là, laissez-moi vous introduire le meilleur langage du monde, Erlang. Bon, vous voyez sûrement rien, ça tombe bien parce que même de près, moi non plus. Erlang, pour résumer, alors il faut que je lise mes notes parce que... ouais, forcément, je ne sais pas là. Bon, pour résumer, pardon, c'est un langage qui a été développé pour supporter la haute dispo, pour fournir de la haute disponibilité. Et c'est utilisé par vraiment rien. Il y a pas, enfin, je crois que CouchDB peut-être, mais je suis même pas sûr. Et Elixir, c'est venu en remplacement à Erlang pour supporter les processeurs avec plusieurs cœurs. Voilà. Donc c'est un langage qui est là pour assurer la disponibilité. Et là, on se dit, attention, il y a un petit même vidéo qui va être sympa. On a encore eu de la chance qu'ils nous ont mis un serveur de haute dispo pour la maintenabilité de la Luni, parce que franchement, sinon, on aurait été dans la merde. Voilà. Super. Donc, pour le web, du coup, en vrai, j'ai pas pen testé, ça va. Bref, il y a quelques serveurs, un tiers vers Google, un tiers c'est des CDN et un tiers ça appartient à l'Uni. Il n'y a pas d'SQLi, il n'y a pas de NoSQLi, il n'y a pas d'IDOR, voilà. Ceux qui veulent chercher, ça sert à rien. J'ai essayé de... Du coup, moi, je voulais transférer les histoires, donc j'ai essayé de voir si je pouvais pas m'acheter une histoire. Bon, visiblement, ma carte bancaire a l'air de même pas passer sur l'application, donc c'est super. J'ai fait un reverse rapide du reste du code. Il y a des procédures de mise à jour du firmware, procédures de téléversement, d'éjection des exceptions. Je n'ai pas trouvé la gestion des packs de fichiers, donc je suppose que c'est directement codé sur le serveur l'unique, c'est pas géré en local. On a quand même, du coup, j'ai essayé d'investiguer par contre sur le logiciel qui avait été fait, à savoir Studio, celui qui a été fait par les autres utilisateurs sur GitHub. Donc là, on a des informations, à savoir node, index, file name, etc. Et en fait, ça correspond au nom des dossiers qu'on avait pu trouver quand on avait fait notre premier LS. Donc ça nous a dit qu'il y a des répertoires de sons, des répertoires d'images. Donc rapidement, on a le NI, ça va correspondre au chemin que devra suivre une histoire.
Le RI, donc c'est ressources index, c'est là où vont se trouver les images en bitmap, et les SI, c'est là où vont se trouver les sons en MP3, d'où le lame qu'on avait trouvé tout à l'heure. Il faut savoir que les 512 premiers octets sont chiffrés pour chaque fichier, et ça explique pourquoi avec file on n'avait rien trouvé. Et ils sont chiffrés avec quoi? Avec du XT. Donc là je ne connaissais pas, donc je vous le partage. C'est un algorithme de cryptographie symétrique. On ne sait pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas ça fonctionne, et surtout ça tient sur un circuit très court, donc ça ne consomme pas grand chose. Donc regardez le logiciel fourni par l'Uni pour transférer les histoires, c'est fait. Moyennement, parce qu'au final, j'ai pas pu m'interfacer avec parce que c'était trop long. Et là, je me dis, on va s'attaquer au firmware, et donc dump et reverse au firmware. Donc forcément, moi, j'y connais rien, je me dis, bah, je vais essayer d'extraire la mémoire de la flash SPI. Donc la flash SPI, c'est une mémoire non volatile, c'est-à-dire que quand vous éteignez la console, quand vous la redémarrez, ça reste. Donc là, je me suis renseigné, heureusement, on a un barbu, donc Tortue Ninja de Rapid7, qui nous explique comment ça fonctionne. Et donc, au lieu de dumper le STM32, je me décide d'essayer de dumper la SPI. Je vous rappelle, j'y connais rien. Donc, j'essaye de chercher sur Internet, je tombe sur la puce en question avec la référence. Donc, c'est du SOIC8, SOIC8, je ne sais pas comment on prononce, SOIC8. Donc, c'est un référentiel pour dire que c'est une puce à 8 pins, super. Et pour s'interfacer avec ça, il nous faut une pince. J'ai pas de matériel, j'ai pas envie de dépenser un rond. Je demande à des potes, j'en trouve. Avec ça, il faudrait idéalement un bus pirate, mais on peut le faire avec une Raspberry, un Arduino, ce que vous voulez, pour s'interfacer. Voilà, le schéma il est simple, ça devrait le faire. Donc là, je me dis, je vais m'interfacer, sauf que forcément, la SPI elle se situe sur le bouton. Je me dis, oh non, à part ressortir le fer à souder. Non, je ne l'ai pas fait sauter cette fois-ci, je suis content. Et là, normalement, ça devrait être super simple. Fil rouge sur le bouton rouge, fil vert sur le bouton vert. Il y a juste à relier les noms. C'est-à-dire que si on va sur la doc officielle, on a juste une convention de nommage pour la flash, pour la SPI, et une convention de nommage pour le bus pirate. On a juste à relier. Autrement dit, il suffit de relier les bons mots entre eux. Voilà. Merci. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout était censé fonctionner. J'allume ma console. Et alors, je ne sais pas si j'ai cassé la mémoire de ma flash ou si j'ai tout simplement court-circuité ma flash. Mais en tout cas, il se trouve que j'ai cassé la console. Et là, je me dis, oh, le fils de Guillaume, il va pas être super content, quoi. Du coup, bon, bah, fin du game, je ne pouvais pas faire grand-chose. Deuxième fail. Hein. Je regarde un peu sur le firmware, effectivement, il y a des mises à jour de firmware qu'on pourrait faire. Bon, là, j'ai pas le temps, ça c'était hier, hein, ou avant-hier, je sais plus. Donc, dump et reverse de firmware, c'est un peu mort. Et le troisième blanc que j'avais, donc au final, moi je voulais reverser une firmware, pourquoi? Bah, pour avoir une Kali Luni, parce que je vous rappelle qu'à la base, moi je voulais un flipper 0, sauf que je n'en avais pas, donc je voulais un truc encore mieux, quoi. Voilà, donc le processeur c'est un STM32, on se rend compte qu'en fait c'est les seuls à l'utiliser chez Luni, donc bon, pour trouver de la doc c'est super. Heureusement on a des équivalents de Linux pour des STM32 qui existent, donc on pourrait essayer de recompiler quelque chose compatible. Sauf qu'en vrai, si on réfléchit bien, l'image ARM de la Kali elle fait 1,8 Go et la taille du STM32 elle fait 276 kilooctets. Donc en vrai, je pense que je peux renoncer à mes idées. Et donc pour résumer la fin de ma semaine, bah, j'ai passé ma semaine à essayer de racheter une Luni pour le gosse de mon collègue. Il faut savoir que mon historique Le Bon Coin, c'est vraiment Flipper 0 et Luni. Il n'y a que ça. J'en ai trouvé une. Là, je vous laisse admirer. Oui, elle est disponible. Par contre, le bouton qui tourne, oh bah, il est cassé. Oh bah, c'est marrant, c'est trop bien. Bon, bah, je me dis, ça tombe bien, j'ai acheté un fer à souder, je vais pouvoir ressouder cette Luni. Et donc là, la question fatidique se repose, et je vais vous laisser sur ça, à savoir, est-ce que je dois réparer le bouton et rendre la console telle qu'elle, ou alors est-ce que je répare le bouton et je me ramuse avec à faire des acquisitions, et potentiellement un jour avoir une Kali Luni. Seul l'avenir le saura. Merci à vous. Si vous avez des questions, je ne serai pas en mesure d'y répondre, mais allez-y quand même. Merci.